L'échiquier international, bienvenue à vous et surtout Saad comme chers amis, vous souhaitant paix, prospérité pour vous, vos familles et pour l'Algérie et ces 4 points cardinaux, en vous souhaitant le meilleur et que vous soyez beaucoup plus nombreux afin que vous nous encouragiez pour la suite. Merci d'être là. Alors, retour au contenu du jour. Reconnu coupable, Marine Le Pen dans l'affaire des emplois fictifs au sein du Parlement européen, une enquête qui aura duré en tout et pour tout 9 ans et la condamnation est tombée, 4 ans de prison dont 2 fermes avec le port d'un bracelet électronique et 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Son parti, le RN, a lui écopé 2 millions d'euros d'amende. Quelles conséquences pour sa candidature éventuelle à la présidentielle de 2027 est-elle compromise? On va tenter d'y répondre. La présidente du RN a d'ores et déjà affirmé qu'elle ferait appel par l'intermédiaire de son avocat. Qu'est-ce qui pourrait changer? Et au-delà, est-ce que cette condamnation ne serait pas le symptôme beaucoup plus général d'une 5e République avec une justice en déliquescence, une justice malade avec beaucoup de figures politiques de tous bords qui ont du mal à partir avec la justice durant ce mois de mars, comme on va le voir. Et puis, dans un dernier temps, on se posera la question à savoir si en France, il n'y a pas une justice à 2 vitesses avec un témoignage particulier. Ça sera en dernière partie. On recevra un témoignage assez intéressant. Vous verrez, à tout à l'heure. On le disait, le couperet est tombé, Marine Le Pen est condamnée et pour l'instant ne ferait pas partie des candidats pour la course présidentielle de 2027. Pas forcément au vu technique. On va tenter de savoir pourquoi. En tout cas, une condamnation et qui fragilise la chef du Rassemblement national pour en parler et parler justement de la situation de la justice française dans sa totalité, avec un témoignage fort, comme on va le voir. J'accueille Lazare Agoun, chroniqueur radio et ancien, directeur de Radio Vitamine, une radio à succès, mais qui n'est plus malheureusement. On va savoir pourquoi dans un deuxième temps. En attendant, Lazare, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Salam alaikum. Merci de me recevoir. C'est très agréable d'être en contact avec mon pays. Ça me fait beaucoup de bien. Voilà. On est très content de vous avoir. Alors Lazare, on l'a dit, Marine Le Pen condamnée dans l'affaire des emplois fictifs du Parlement européen. L'enquête a duré 9 ans, frappée d'inéligibilité. Eh bien, sur la question si oui ou non elle pourrait représenter le RN en 2027, la question est en débat, mais on va en parler dans un deuxième temps. Mais pour l'instant, déjà un mot sur cette condamnation, Lazare. Eh bien, les faits semblent établis. C'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails et sans vouloir commenter une décision de justice, il semble que les faits soient établis parce qu'on a revu encore récemment un mail envoyé par un collaborateur qui, après 4 mois après sa désignation, était encore en train de demander à rencontrer le député européen pour lequel il était censé travailler. Donc, ça pose une difficulté de structure et de fonctionnement et d'allocation de ressources. Ça, c'est un problème de fond. Sur la condamnation, comme vous l'avez évoqué, il y a un sujet qui est particulier, c'est l'exécution provisoire. Le principe qui consiste à avoir déclenché l'exécution provisoire empêche effectivement, applique immédiatement l'inéligibilité de Marine Le Pen et empêche qu'elle puisse se présenter. Et très honnêtement, sur ce point précis, à mon avis, il y a peu de chances qu'elle puisse se présenter vu les délais d'appel qui sont de 18 mois. Pour ce point-là, déjà pour le délai judiciaire, même si elle devait être relaxée en appel, je ne pense pas qu'elle aurait matériellement le temps de se présenter à l'élection. Sur ce point-là, déjà, c'est important de le souligner. Le second point qu'on peut peut-être souligner également, c'est que si elle est condamnée en première instance, quel que soit le sujet, la condamnation perdure et donc le fait qu'elle puisse se présenter en dépit de cette condamnation de première instance pose aussi un autre problème. Donc, aujourd'hui, en France, si vous voulez, ce qui s'est passé avec cette décision, c'est qu'on se retrouve dans une situation de fracture entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, clairement aujourd'hui. À droite, on voit bien que les réactions sont plutôt indignées. À gauche, elles semblent plutôt satisfaites, on s'en doutait un petit peu. Et la France insoumise est plutôt partagée.
considérant que c'est aux électeurs de décider si Marine Le Pen doit être élue ou pas, mais pas un juge. Alors, ça crée un peu une confusion entre l'idée qu'il y a une décision qui a été prise sur des faits établis et le fait qu'elle soit candidate à l'élection. Voilà. Donc, à mon avis, elle ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle, sauf à ce qu'elle obtienne la levée de l'exécution provisoire, ce qui n'est pas facile à obtenir. Alors Lazare, justement, on continue de parler des faits et pour nous imprégner de cette affaire et de ses tenants et aboutissants, l'affaire dite des emplois fictifs au Parlement européen, je vous propose ce sujet signé Mohamed Amina Berkan et puis on revient juste après. Reconnu coupable de détournement de fonds publics, le visage le plus représentatif de la fachosphère dans l'Hexagone, Marine Le Pen, écope d'une peine de 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet. Le tribunal de Paris a également décidé d'interdire à Marine Le Pen toute activité politique pendant 5 ans, ce qui l'exclut de la prochaine course présidentielle française et anéantit les espoirs de l'extrême droite de diriger le pays en 2027, même en cas d'appel. Pour celle qui a alimenté toutes sortes de racisme en France et qui a pour père Jean-Marie, un mentor de l'extrémisme, cette décision de justice a désormais de lourdes conséquences sur son avenir politique. Une fois de plus, la corruption de l'extrême droite française, hostile à l'Algérie, a été révélée au grand jour, avec son implication dans des crimes retentissants, parmi lesquels l'abus d'influence et le détournement de fonds publics et sa tentative de les utiliser comme prétexte pour atteindre l'Élysée. La décision de la justice française contre 9 députés du parti de Marine Le Pen révèle aussi l'ampleur de la machination d'un groupe d'individus corrompus et extrémistes qui ont exploité leur position au sein des organes de l'Union européenne pour servir leurs intérêts personnels et les causes d'État voyous en échange de pots de vin et de privilèges massifs, comme dans le scandale de Marrogate et bien d'autres qui n'ont pas encore été mis à jour. Le suicide politique de Marine Le Pen sous la guillotine de la justice parisienne signale la fin imminente des figures d'extrême droite en France. Dans les campagnes électorales, ont mis en avant l'islamophobie, la xénophobie et la glorification du colonialisme. Marine Le Pen et 20 de ses proches ont été accusés, reconnus coupables d'avoir distribué des emplois fictifs de 10 000 euros par mois qui ont servi surtout à irriguer les finances de son parti. Ça questionne beaucoup pour une écurie politique dite souverainiste qui a fait campagne pour l'exemplarité, pour combattre la délinquance, y compris la délinquance financière, contre certains autres candidats à la présidentielle ou autres candidats de parti, c'est-à-dire la gauche ou la droite. Alors, surtout que Marine Le Pen, il y a quelques années, a réclamé l'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Lazare, on le voit, elle vient d'être reconnue coupable de détournement de fonds publics européens. Alors, justement, c'était d'ailleurs le slogan, je crois, main propre et tête haute, ou quelque chose comme ça, qui était revendiqué par le Rassemblement national, ou en tout cas à l'époque le Front national. Et effectivement, on voit que, on constate qu'en réalité, le double discours politique est plutôt assez répandu en France. Parce que quand on fait un tour d'horizon des politiciens français, très honnêtement, tous n'ont pas forcément été condamnés, mais beaucoup ont été poursuivis, beaucoup ont été mis en examen. Et il y a une espèce d'habitude qui transparaît aujourd'hui de plus en plus, de dire une chose et de faire autrement. Voilà. Et ce sont des usages assez courants, parce que les emplois fictifs, on en a entendu parler aussi avec Jacques Chirac, on en a entendu il y a quelques années de ça, on en a entendu parler aussi Jean Tibéry. Dans des dimensions plus locales ou municipales. Pardon ? Jean Tibéry à la mairie de Lyon. Tout à fait. Voilà, donc c'est un usage finalement qui est multipartite, je pense. Et la réalité, en fait, à laquelle sont confrontés petit à petit les Français, c'est de constater qu'il y a une classe politique qui a pris des habitudes avec les fonds publics et que ces habitudes vont devoir changer. Et donc, en ce sens, on peut considérer cette décision ou celle qui pèse aujourd'hui, puisque pour l'instant, il est simplement sous les réquisitions du parquet, je crois, Nicolas Sarkozy, sans transition, mais simplement pour préciser que ça fait 2 coups sur coup à 2 semaines d'intervalle. Il semble qu'il y a un message fort que les magistrats veulent envoyer aux politiques français, en tout cas
En tout cas pour ces deux-là, puisque le message est fort quand même. 7 ans de prison requis contre Sarkozy, 4 ans qui sont de condamnation. On va en parler. Donc, voilà. Alors, maintenant, les usages, juste pour terminer sur ce point, les usages sont à revoir. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, Marine Le Pen va faire appel. Qu'est-ce qui peut changer? Vous nous avez glissé quelques mots tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut changer concrètement? Alors, techniquement, Lazare, elle n'est pas complètement hors de cause pour 2027. Je vous dirai ce que vous en pensez, même si vous m'avez donné un tout petit peu votre avis, car la Cour d'appel peut décider de revenir sur sa peine d'inéligibilité. Le temps d'attente moyen pour un jugement correctionnel est d'environ 18 mois, vous m'avez dit ça tout à l'heure, ce qui signifie qu'elle peut se présenter devant la justice en 2026, et si jamais elle est relaxée, redevenir candidate à la présidentielle pour l'année suivante, sauf que vous m'avez dit qu'elle n'aurait pas le temps de se préparer pour le grand débat de la présidentielle. Il y a un problème effectivement de timing qui est plutôt serré pour elle, parce qu'effectivement 18 mois de recours, ça ne va pas laisser beaucoup de temps si on est dans des délais serrés. Et puis il faut se rappeler que le calendrier judiciaire ne lui appartient pas, elle ne peut pas le contrôler, c'est-à-dire que seuls les magistrats peuvent décider à quel moment l'appel sera audiencé. Donc il peut être audiencé effectivement dans 12 mois, dans 18, ou peut-être plus. Et là-dessus, encore une fois, c'est le sort de tous les justiciables français. Donc il n'y a pas de raison dans ce cas-là qu'il y ait une exception qui soit faite, ou bien tout à coup on se demanderait pourquoi on a fait une exception. Donc elle risque de se retrouver dans le couloir commun de tous les justiciables français, de devoir attendre entre, comme je vous disais, 18 mois, 2 ans pour pouvoir avoir une date d'audience, sans avoir d'ailleurs la certitude qu'elle pourrait être relaxée, encore une fois. Ça reste que l'appel n'est pas, de toute façon, il n'est pas certain qu'elle soit relaxée et qu'elle redevienne éligible. C'est pour ça que j'ai dit techniquement qu'elle n'était pas hors de liste. Alors, voilà. Il y a peut-être un point, mais je voudrais pas, il faudrait peut-être regarder auprès d'un spécialiste, mais je sais que l'exécution provisoire peut, dans certains cas, être levée lorsque, alors je ne suis pas persuadé que ce soit le cas pour le pénal, pour le correctionnel. Pour le civil, l'exécution provisoire peut être levée par le premier président de la Cour d'appel dans certains cas. Je ne pense pas que le cas de Marine Le Pen rentre dans ce cas-là. Voilà, je voulais simplement apporter cette précision. Alors Marine Le Pen reste députée européenne malgré sa condamnation. On l'a vu au-delà, on l'a vu par exemple avec Donald Trump, une sentence de justice peut apporter du fuel pour une figure politique. On peut jouer par exemple sur la fibre d'une justice aux ordres ou la dictature des juges, ou on veut m'éliminer car je représente la démocratie authentique, je représente le vrai peuple de France. Alors aujourd'hui, être condamné en Occident et plus particulièrement en France n'est pas forcément éliminatoire. Non, parce que la question de fond qui sera toujours posée, c'est à l'appréciation du public de décider qui il va élire au final. Pour faire court, si les gens élirent quelqu'un qui est multirécidiviste et condamné, du point de vue démocratique, ça, c'est une décision qui leur appartient. Le moment où ça devient impossible pour eux de choisir d'élire quelqu'un qui a été condamné, c'est quand il est frappé d'une peine d'inéligibilité. Là, le public, la population, les électeurs n'ont plus le choix. Voilà. Et donc, c'est un peu sur ce fil-là qu'en ce moment surfent certains politiques, dont Marine Le Pen, qui clament que c'est un procès politique. Je me demande si le sujet de fond n'est pas tout simplement la culpabilité. Car si elle est coupable des faits en question, il vaut mieux de toute façon dans ce cas-là qu'elle n'ait pas accès aux fonds publics et aux caisses de l'État. Alors, Lazare, je le disais, le mois de mars a été riche en termes d'annales politico-judiciaires. Alors, la liste est longue. On a un ancien président de la République qui a été condamné par 2 fois, qui a été reconnu coupable, encore une fois, de 7 ans, je crois, lesté par un bracelet électronique. C'est comme ça qu'il s'est rendu devant le juge, entendu dans l'affaire explosive du financement libyen de sa campagne présidentielle. Alors, on a également avec lui des ministres Hortefeux, Guéant et Gobert. On a en ce moment même François Bayrou qui est inquiété par une affaire de meurtre sur enfants, dite l'affaire Betaram. On a Jean Castex, ancien Premier ministre, qui a été placé en garde à vue, puis relâché dans une enquête pour détournement de fonds publics à Perpignan.
Alexis Kohler, surnommé le deuxième cerveau de Macron, a été convoqué par une commission d'enquête au sujet du supposé falsification du budget. Il ne s'y est pas rendu. Alors je peux continuer à énumérer la liste judiciaire. On a par exemple David Racheline, qui est numéro 2 du RN, maire de Fréjus et directeur de campagne de Marine Le Pen, qui a subi une perquisition. On parle complètement d'une mafia dans le Var où il serait impliqué avec le BTP. Donc j'en viens à ma question. Alors tout ça quand même dénote qu'il y a une particularité des figures politiques en France, c'est que ils sont quand même de plus en plus sans gêne vis-à-vis d'une justice qui est, elle, un peu en retrait pour les condamnés. Oui, il y a deux temps, je veux dire. Oui, c'est ça. Il y a, en fait, parce que je pense que c'est surtout lié à des questions d'influence et de temporalité. Si vous observez un petit peu qui est au pouvoir, à quel moment, vous savez a priori qui risque d'être poursuivi ou inquiété et qui le sera moins. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque part, il y a probablement une guidance qui nous échappe, qui échappe à la plupart des gens, mais il y a des pratiques qui sont occultes, à double discours, dissonantes, voilà, pour faire simple, dissonantes. Alors, il n'y a pas que les politiques, Lazare, il y a aussi des hauts fonctionnaires d'État, et pas n'importe lesquels. Bernard Squarcini, qui a été condamné le 7 mars. Oui. Squarcini, ancien patron de la Direction centrale du renseignement intérieur, qui a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, soit 2 ans de détention à domicile avec un bracelet électronique et 200 000 euros d'amende pour détournement des moyens d'État au profit de LVMH, la boîte où il travaille. Donc on peut parler également du criminologue Alain Bauer, condamné par des contrats de complaisance. Alors visiblement, il n'y a pas que les politiques qui soient touchés. Non, ce sont des usages, oui. Ce sont des usages, en fait, on constate de plus en plus que ce sont des... Et vous disiez tout à l'heure à juste titre, avec de moins en moins de gêne. Mais effectivement, ce sont des usages, c'est-à-dire que cette pratique, de toute façon, il suffit de constater que quand quelqu'un rentre normalement dans la vie politique, il n'y a pas de raison objective qu'il s'enrichisse considérablement ou qui multiplie son patrimoine par 10 ou par 100. Donc dès lors qu'on voit des gens qui multiplient leur patrimoine par 10 ou par 100 quand ils sont rentrés en politique, ça permet de constater que de toute façon, il y a faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et cet usage est en train d'être révélé par certains magistrats français. Et je sais que malheureusement, il y a encore des gens qui sont sous influence et qu'on peut avoir des surprises encore. Sur les décisions qui ont été rendues en première instance, on peut encore avoir des surprises à l'issue. Alors, surprise, j'en viens maintenant à votre affaire. J'avais promis un témoignage, je parlais de vous. Vous nous avez raconté dans un livre qui s'appelle L'affaire Radio Vitamine. Vous nous parlez de tromperie, de privilèges, de caste, d'occulte aussi, de financement occulte. Vous nous racontez l'histoire vraie d'un patron, en l'occurrence vous, vous avez été dépossédé de vos droits élémentaires depuis environ une dizaine d'années à travers une séquences, ou en tout cas comme ça d'épisodes longs qui n'en finissent pas, où pourtant vous aviez tous les documents qui prouveraient votre innocence. Il s'agit des documents internes à Radio Vitamine qui révèlent pourquoi ce média indépendant de référence dans la région PACA a subitement cessé d'émettre le 23 septembre 2015. Alors, oui. Vous nous racontez un récit poignant sur les coulisses de l'univers justement judiciaro-affairiste du Sud-Est. Il dévoile entre autres les méthodes occultes d'argent de l'État, assermentées, soutenues par des auxiliaires de justice dont vous avez été victime directement, Lazare Agoun. Alors, donnez-nous votre témoignage. Oui, alors il faut savoir que Toulon, dans ce cas-là, est une zone un peu particulière en France, même si ce dont je vais parler arrive dans d'autres villes. Toulon est un peu particulière, mais très rapidement, la particularité à laquelle moi j'ai été confronté, c'est qu'il existe, et c'est assez connu, il y a d'autres affaires, hein, il y a une autre affaire qui est l'affaire de M. Karim Kamal à Nice, que vous pouvez consulter sur Internet. Il existe des c'est beaucoup plus sordide. Oui, qui est beaucoup plus sordide, effectivement. Il existe des réseaux d'influence de gens qui se connaissent, qui se côtoient et qui travaillent dans les administrations, et qui appartiennent parfois même
à des associations, des collectifs, peu importe. En tout cas, qui ont des occasions de se rencontrer, d'échanger et éventuellement de s'entendre sur la manière de procéder pour supprimer quelqu'un socialement. Alors, pour faire court, c'est assez facile quand on maîtrise à la fois la signature et le dispositif procédural judiciaire de faire accuser quelqu'un qui est innocent ou de faire innocenter quelqu'un qui est coupable. Pour qu'on comprenne bien, vous étiez directeur d'une radio, Radio Vitamine en l'occurrence, qui, entre guillemets, familièrement, qui marchait bien, qui était dans une gestion... J'étais fondateur même du réseau. Voilà, fondateur, gestion... à 80% de ce média, que j'ai repris en faillite en 96. Gestion complètement transparente, enfin, vous étiez en train d'engranger les succès, et puis du jour au lendemain... Plus rien, vous avez été ciblé par, vous le dites, vous l'expliquez très bien dans votre livre, vous avez été ciblé par une sorte de cabale parce que vous n'avez pas voulu rentrer dans un agenda politique qui touche la région de Toulon, c'est bien ça? C'est ça exactement, oui. C'est-à-dire que j'ai préféré garder mes distances et conserver un média qui soit culturel, basé sur la diversité culturelle, le lien, le dialogue, mais pas du tout la politique, et en particulier pas du tout la politique locale. Mais comme c'était un média très puissant, qui cumulait une audience de près de 200 000 auditeurs quotidiens en PACA, c'était intéressant pour certains de s'en emparer. Et pour résumer, ils ont utilisé un dispositif qui consistait à utiliser la justice, non pas pour poursuivre des coupables, mais à utiliser la justice pour poursuivre un innocent et le déposséder en l'accusant de choses qu'il n'avait pas faites, mais qu'on avait élaborées artificiellement et avec la complicité de plusieurs agents de l'État qui se connaissent, qui se côtoient. Et toutes ces preuves, évidemment, sur les sujets que j'évoque là, ont été remises aux autorités françaises qui, là-dessus, ferment les yeux parce que ça devrait les amener à reconnaître qu'ils ont des agents qui travaillent pour l'État dans l'administration judiciaire qui sont capables de monter ce genre de procédé pour déposséder quelqu'un, et en particulier un Algérien, du contrôle d'un média qui devenait en 2012 un média national, puisqu'en 2012, l'ARCOM, le CSA, à l'époque c'était le CSA, aujourd'hui c'est l'ARCOM, nous a donné l'autorisation d'émettre en catégorie D, donc qui est la catégorie réseaux nationaux, et une fréquence à Paris, et nous commencions à émettre sur Paris et sur d'autres villes de France, et je pense que certaines personnes, ça leur posait une difficulté de ne pas pouvoir soumettre quelqu'un qui en même temps allait avoir ce genre d'influence à travers un média. Voilà. Alors vous êtes en train de nous parler, nous décrire une sorte de justice non seulement orientée, mais racialisée, osons le terme. Racialisée, oui. Racialisée, oui. Et pourquoi je dis oui? Et je l'affirme parce que les remarques auxquelles j'ai eu droit pendant le processus judiciaire, moi je suis pas un délinquant et j'ai pas une culture de la délinquance. J'ai toujours été un intellectuel, j'ai toujours étudié. C'est pas mon univers. Du coup, quand je me suis retrouvé avec des OPJ qui m'ont rappelé à plusieurs reprises que j'étais en France, je leur ai dit que je le savais, et ensuite ils en ont profité pour me glisser que, en gros, si j'étais pas content, j'avais qu'à rentrer chez moi, ce que d'ailleurs je vais faire. Mais au passage, j'ai eu droit aussi à des qualificatifs comme on va le faire, ce melon. Donc là, on est racialisé. Et ensuite, dans le dispositif, les recours, moi, j'ai pas eu droit au même recours que la plupart des gens en France, que tous les gens d'ailleurs. Alors rappelez-nous combien d'affaires vous avez eu à un moment donné sur le dos? 47. On a lancé 47 en même temps. Procédures en même temps. Ouais. Ça m'a coûté 1 million d'euros, alors pas à moi, que à moi, entre mes sociétés, etc. Ça a coûté en tout 1 million d'euros d'honoraires d'avocat sur la période de 10 ans. Et c'était fait pour. Il fallait m'asphyxier financièrement et me submerger de procédures. Comme ça, on vous étouffe, en fait. Vous pouvez plus et tuer votre radio, en fait. La vider complètement de ses ressources, à la fois des ressources humaines, pécuniaires. C'est ça. Voilà. C'est de la destruction méthodique, en fait. Où en est l'affaire actuellement, Lazare? Eh bien, j'ai enfin obtenu gain de cause sur un point capital du dossier le 27 novembre 2023 pour une plainte que j'avais déposée en 2010. Imaginez-vous le temps que ça a pris. Et justement, cette plainte visait des faux documents qui ont permis de faire tout ce qu'on m'a fait. Ce qui fait que si on m'avait donné la réponse judiciaire que j'ai eue en 2023, puisque j'ai gagné et qu'on a confirmé que c'était des faux et j'en étais bien victime, et j'en suis la principale victime, si cette décision était tombée entre 2011 et 2015, la radio continuerait d'être et j'aurais jamais été ni poursuivi ni condamné. Mais comme cette décision est arrivée en 2023, tout le reste a été possible. Voilà. Lazare, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'avoir été présent. On tentera de faire une émission plus en détail sur votre malheureuse affaire. On vous souhaite bon courage et on vous dit à bientôt, à très vite même.
Merci Lazare Agoun, et je rappelle chroniqueur radio et ancien directeur de Radio Vitamine. Merci d'avoir été des nôtres. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Al 24 News et je vous dis à demain.